Alors voilà, si vous nous retrouvez à l'instant, nous allons, ouvrir dans cette double édition, double shot, tout à l'heure on parlait de boire des paroles, c'est un double shot de, Sentinelle donc on va, ouvrir le débat cette fois-ci sur ce qui se passe, du, côté, de la Roumanie, vous allez voir, c'est extrêmement, extrêmement intéressant. En tout cas moi pour préparer l'émission, je me suis plongé dans tout ça, on en parlait tout à l'heure. Avant le début de l'émission, plonger dans la Roumanie, ça m'a amené à regarder encore avec un œil nouveau ce qui se passe en Géorgie, regarder ce qui vient, de se passer, en Moldavie, comparer avec ce que je, sais, ce que je vous chronique depuis, des années, sur les États-Unis. Très, très intéressant. Ce que je vous propose, cher maître et Tris, avant de débuter, même si évidemment et c'est parfait d'ailleurs, c'est incomplet. Nous avons un tout petit, résumé, vidéo des événements de ces derniers jours. Ça nous permettra de partir dans la discussion ensuite. Thomas, est-ce que c'est bon? Voilà, ben, on regarde ce résumé vidéo, et on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc ça c'est un résumé France 24. Je suis persuadé que, on va aller le corriger, le compléter, et c'est là, et c'est ce qui est, extrêmement intéressant. Donc premier tour, cette élection présidentielle, c'était le 24 novembre. Le deuxième tour était prévu pour, ben, dimanche, demain, en fait, c'est ça, hein? Et oui, 2 ouais, tour exact. prévu, pour, dimanche. Et puis, hier, la Cour constitutionnelle de Roumanie publie d'abord un communiqué de presse, pour annoncer que le, l'élection, est suspendue. Le premier tour est annulé, puis après, un peu plus tard dans la soirée et formidable site de Projet Arcadie a été le premier à vous en faire, une analyse. Le journal, officiel, a publié sur 3 4 pages les raisons, les motivations, de, cette, cour constitutionnelle. C'est vraiment, un moment, historique. On essaiera de peser tout à l'heure avec, aussi avec l'avis de maître Eolas. Est-ce que c'est une bonne chose, ou pas? Est-ce que c'est, dangereux, ou pas? Mais je pense alors peut-être, on va commencer par ça, corrigez-moi, Tris, avant de rentrer dans le contexte de ce qui s'est passé. J'ai le sentiment, que c'est, une première, cette annulation, d'un 1 tour d'une élection présidentielle, non? C'est la prem alors pour la Roumanie, c'est clairement la première fois qu'on se retrouve dans la situation où le 1er tour d'une élection et du coup, on remet les compteurs à zéro. Oui, c'est la première fois, bah, en gros, depuis la révolution en 1989. Alors, je connais pas tous les autres pays, mais c'est surtout aussi la première fois, il me semble, qu'une élection de cette importance, est annulée purement et simplement, pour cause notamment d'ingérence étrangère, parce que c'est pas l'unique raison. Il faut vraiment on en reparlera de plus en détail après. Non, exactement, et donc cette décision pour un petit peu comprendre les enjeux, c'est lorsqu'il y a le 1er tour, donc le 24 novembre dernier, à la surprise générale, vous en avez peut-être, le chat, entendu parler sous le terme du candidat TikTok. Là, c'est le, candidat on a les résultats de justement de l'élection que j'ai récupéré sur, le site officiel, hein. C'est pas des, ça vient du site officiel. On voit que, alors il faut me corriger pour la prononciation, j'avoue que mon roumain est flottant. Heu, Călin Georgescu, c'est ça? Călin, Oui, comment on dit? Colline. OK, c'est pareil. Donc monsieur Georgescu, voilà, qui termine en tête devant, la candidate, alors c'est un parti centriste pro-européen, c'est ça le parti de Elena Non, Ascoli? non, USR, c'est plus proche du LR. D'accord, donc c'est un parti de Les droite mais centristes, pro-européen?
Ah oui, 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 totalement, hein. Je vais essayer de donner un peu un parallèle pour que tout le monde s'en sorte. Alors, comme je sais qu'aux États-Unis, vous avez beaucoup moins de partis, je suis désolée pour les auditeurs américains et alors je connais rien au Canada, donc voilà. J'en suis Il y a restée au fait plusieurs que c'était parties. Justin Trudeau, qui était Premier ministre, mais ça s'arrête à ça. Heu, le pa alors, Georgescu, il a pas de parti, donc déjà c'est simple, voilà, c'est un mec tout seul. Madame Lasconi, c'est USR. Union pour sauver la Roumanie. Ce serait l'équivalent des Républicains en France, mais sans, on va dire, certaines dérives. Voilà, ça c'est madame Lasconi, merci, hein. Juste en dessous, nous avions Marcel redonne le graphique, Voilà. on avait Marcel voilà, parce qu'il y a j'ai un petit décalage entre 2 écrans, voilà. Ciolacu, alors ça c'est le PSD. Alors le PSD, c'est le Parti social-démocrate, donc vous allez me dire: «Ah, c'est la gauche». Ouais, ouais, mais c'est une gauche particulière, on va dire ça comme ça. Et nous avons juste en dessous monsieur, Ciolacu, nous avons le fameux Georges Simeone du parti OR. Et eux, c'est l'extrême droite. Voilà, en gros. Et j'ai perdu le PNL, je sais plus où ils sont passés. Ça doit être, je vois même plus où il est dans le schéma, le PNL. Le PNL, ce serait l'équivalent de la République en marche, hein. Donc c'est un parti national, enfin, c'est un parti centriste, libéral, pro-européen, progressiste sur les valeurs, enfin, sur les questions de société. Et d'ailleurs, ça aussi, on en parlera. Un des angles d'attaque dans la propagande anti-Lasconi, ça a été d'utiliser, la communauté LGBT et j'essaierai d'en parler avec beaucoup de délicatesse parce que les visuels que j'ai vus passer sont extrêmement offensants. D'accord, et donc pour Voilà pour revenir sur le visage. notre premier candidat qui a fait, Thomas Talot-Tableau sur les élections est encore, en termes de chiffres, qui a terminé donc, largement en tête de ce premier tour. Calin Georgescu, c'est quoi, son profil? C'est un candidat qui vient d'où? Est-ce que cette notion qu'on a vue de chez nous, d'un candidat qui surgit, de nulle part à la dernière minute, et quand je parle dernière minute, je parle ici de vraiment des quoi? Des dernières semaines, derniers mois de la campagne. Est-ce que c'est quelque chose de juste, ou c'est, quelqu'un qui est relativement, connu, du côté de la Roumanie? Bah, en fait, c'est pas un inconnu en politique parce que, en 2022, je crois, un truc comme ça, ou 2020, il était question qu'il devienne, vice-premier ministre, hein, parce qu'il appartenait au parti OR, justement, le parti de Simeone. Donc c'est un type qui grenouillait en politique depuis super longtemps. C'est un fonctionnaire d'État aussi. Il est, vaguement je crois qu'il est vaguement ingénieur ou un truc dans le genre. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas un type qui sort, comme ça, voilà, du jour au lendemain. Non, non, le type, il a préparé son coup. Le truc, c'est qu'il a été purgé dehors. Et c'est pour ça, moi, je m'étais amusée dans un article où je le présentais à faire un parallèle entre Marine Le Pen et Florian Philippot. Bah, en fait, c'est comme si Florian Philippot avait gagné l'élection au détriment de Marine Le Pen, parce qu'on est vraiment dans ce cas de figure-là. Ouais, Le ça type c'est a dur été purgé parce qu'il a ça fait des c'est dé dur à croire, Florian Philippot, gagner quoi que ce mais c'est soit, mais exactement bon. ce qui s'est Ouais. ouais, non, mais je sais, mais c'est exact si vous voulez, parce que si on part sur l'idée qu'on essaie de donner voilà, Ouais, bien des sûr. gens que les Français connaissent, c'est dans cette configuration-là, c'est exactement ça. Hem Et du coup, il a piqué la place de Simeone, avec on va rentrer un peu plus dans le détail après. Mais c'est pas un inconnu politique, et c'est un type qui a été purgé du parti parce que ses déclarations, elles étaient tellement outrancières, hein, et même elles tombaient carrément sous le coup de la loi. D'ailleurs, je crois qu'il a été condamné pour ça, qu'en fait le parti, ils se sont retrouvés très embêtés, ils ont dû le mettre dehors. Mais, c'était juste une apparence de façade, quoi. On a refait la peinture pour cacher les cloaques, sur le mur. Ouais, Donc, dans dans voilà. dans un des articles sur Projet Arcadie, vous signaliez que même il avait été une des raisons de son renvoi du parti OR, AUR, hein, qui est le parti de l'extrême droite en Roumanie, c'est le fait qu'il faisait de l'apologie de crimes de guerre. Donc c'est ce profil-là de candidat, hein? Bah, en fait, lui, il disait en parlant d'Antonescu que c'était des martyrs et un autre mec, j'ai oublié qui c'est. C'est comme si en France, vous disiez que Pétain et Barbie, c'est des martyrs de la guerre. Je Voilà, c'est en termes de parallèle, on est à ça quand même. Ah ouais, tu es détendu toi quand même comme type, hein. Donc Ouais, et voilà. puis C'est aussi un nostalgique de la garde de fer. Alors, bon ça, c'est des choses qui parleront pas beaucoup aux gens.
mais l'histoire de la Roumanie, elle est très, très noire et cette période-là de la Roumanie, en plus, nous, on n'a pas vraiment, purgé nos crimes de guerre, ni les anciens ni les récents, le problème, c'est que c'est on peut pas dire ce genre de truc. Il y a un problème en plus, nous, on a un vrai problème de mémoire, on a un problème d'archives, on a un problème de transmission de notre histoire récente. Vous trouverez plein de gens pour vous parler de la glorieuse époque de la Grande Roumanie, où on avait piqué la Moldavie, on avait piqué la Transylvanie, puis on avait piqué d'autres trucs aussi au passage, mais j'ai oublié quelle partie. Mais cette partie-là récente de l'histoire, donc le XXe siècle, qui est une période très noire, c'est marrant, il y a plus de son, il y a plus d'images et voilà et Georgescu, en fait, il a capitalisé aussi là-dessus. C'est ça qui est horrible dans l'histoire. Ouais, il a ce côté de mec, Romania, great again, de regarder, donc il est à la fois nationaliste, il est à la fois, un défenseur, vous en parliez dans un article de Projet Arcadia, du retour au soviétisme. Je pense que c'est ce qui est en référence ici. Vous indiquiez également que pour compléter le portrait antisémite, opposé, ne croyant pas à la pandémie et qui en plus, après on va raconter dans quelques contextes, et ça, la vidéo que je vais vous montrer dans quelques secondes, moi c'est celle qui m'a le plus parlé, entre guillemets, parce que j'ai retrouvé les thèmes habituels de l'extrême droite américaine, son positionnement sur les valeurs contre les globalistes, dans l'idée de remettre la religion au centre de la société. Thomas, on a un spot, justement pas de campagne, mais quelque chose qui a été partagé sur les réseaux sociaux par Georgescu. Est-ce qu'on peut le regarder? On va regarder ça tout de suite. Noi avem încă norocul să ne închinăm la aceste comori. Uitați ce se întâmplă la alții. Astăzi este lupta împotriva lui Dumnezeu. Numai că ei nu știu, globaliștii, că Dumnezeu nu poate să fie învins, nu poate să fie înlocuit. Este practic o criză spirituală astăzi. Este lupta Arhanghelului Mihail cu Satana. Este sigur și se dorește să se scoată creștinismul din lume. Noi chemăm la conștientizare creștină. Credem nelimitat în biserica noastră strămoșească, credem nelimitat în Iisus Hristos și țară. Alors, je tiens à préciser que cette vidéo, en fait, elle est échangée depuis quelques semaines et encore plus depuis hier soir, où la droite, l'extrême droite américaine, MAGA, le mouvement QAnon, etc., etc., prend fait et armes pour Georgescu, et donc en expliquant un petit peu que c'est un héros de nos valeurs en Roumanie. Vous en pensez quoi de cette vidéo? Que j'ai vu des films d'horreur qui m'ont fait moins peur déjà et qui m'ont mis moins mais j'ai vu des vidéos j'ai vu des films d'horreur qui m'ont mis moins mal à l'aise que ce qu'on vient de voir. Il faut que je donne aussi un peu je vais me permettre de faire un petit cours d'histoire, mais ultra rapide, promis, pour que les gens comprennent le contexte. Dans Allez-y. les pays de l'Est, pendant le soviétisme, la religion était quasiment interdite. C'est-à-dire que je crois qu'il y a même eu une période où fêter Noël et aller à la messe, était carrément interdit. Alors moi, je suis désolée, j'étais pas j'ai des souvenirs qui sont très, très nébuleux de cette période-là, mais en gros, la religion, interdit. Pourquoi? Parce que la religion, ça venait en concurrence avec l'idéologie soviétique, avec le communisme et dans le cas de la Roumanie, avec l'idéologie de Nicolae Ceausescu. Quand le régime est tombé et on le voit aussi en Russie, les gens sont retournés dans les églises. Et les gens ont aussi oublié un truc, c'est que ouais, je vais dire le mot, les églises ont collaboré avec le régime, hein. Certaines églises ont fait, ce qu'on pourrait appeler des actes de résistance. Ça a pas été le cas partout. Ça a pas été le cas dans tous les pays. Donc Georgescu, ce qu'il fait là,
c'est qu'il utilise cette fibre-là, ce côté, on veut détruire la religion. Parce que dans les sociétés occidentales, la France, l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni, l'Allemagne, les gens vont un peu moins à l'église. Alors c'est un peu moins vrai en Allemagne parce qu'eux, ils ont beaucoup de communautés religieuses qui sont fondées sur le protestantisme où n'importe qui peut fonder son église. Mais les gens se détachent de la religion. C'est un truc qu'on fait plutôt à la maison. On va pas forcément beaucoup à l'église. Alors pour l'Espagne, hein, je vais laisser Olas me taper dessus, hein, parce que c'est quand même lui qui connaît mieux l'Espagne que moi. Après sinon il va se fâcher contre moi, il va me tirer les cheveux. Mais chez nous, c'est devenu un truc qui est devenu important, l'église, la religion, tout ça, sauver nos églises. Alors chez nous, c'est simple, hein, mais c'est corrélé à notre façon de conduire aussi. On a des églises tous les 3 mètres, hein, mais encore une fois, c'est corrélé à notre façon de conduire. Heu et donc ça, c'est ce qui fait Georgescu, c'est qu'il utilise ce côté-là de la religion, genre les méchants occidentaux, ils veulent absolument détruire notre héritage, notre culture. Alors oui, OK, on est orthodoxe, hein, super, ça nous fait une belle jambe. Ça veut dire qu'on fait le carême, déjà qu'on a 3 carèmes de 40 jours dans l'année. Quand vous avez fait un carême orthodoxe une fois dans votre vie, généralement, vous y retournez plus. Mais en dehors de ça, ça s'arrête là. Après, évidemment, il y a des gens qui sont profondément croyants, mais Georgescu, ce qu'il a fait là, c'est limite de la pornographie, en fait, tellement c'est indécent. On fait pas de la politique dans une église. Les gens vont à l'église pour se recueillir, pour discuter avec Dieu. C'est pas ça enfin, ce clip, ouais, je le trouve assez immonde en tant que tel et je vois la ficelle qui est utilisée et c'est pour ça que ça m'énerve encore plus. Ouais, et de toute façon, en fait, il fait, et c'est vraiment quelque chose que l'on a ici, depuis des années, c'est, de faire de la religion, le socle, et je pense qu'on peut en parler pareil en France, de toute façon, avec ce qui est en train de se dérouler avec, l'extrême droite, les médias façon CNews qui mettent en avant, ou du journal du dimanche qui, on y arrive, mettent en avant la guerre contre Noël. C'est en fait d'utiliser la religion comme à la fois, un clin d'œil à certaines valeurs, c'est-à-dire que, évidemment, si on a cette religion-là, on est blanc, et on n'est pas de, certains pays ou de certaines confessions. Et puis c'est un rappel à une période, historique, qui est, soi-disant glorieuse. On le sent dans ses déclarations, mais ça n'a pas été le seul angle, de sa campagne. Il s'est positionné, aussi, vous parliez de cet hashtag, parce qu'on va y venir, donc l'utilisation des réseaux sociaux, du hashtag, équilibre et verticalité. C'est ça? Ça veut Ouais, dire c'est ça. quoi, lorsqu'on se présente sous, un hashtag, équilibre et verticalité? Ça fait limite secte, un petit peu, hein? Ouais, non, mais c'est ça, en fait, moi, quand j'ai vu le hashtag la première fois, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là?» Et en fait, ça a été fait exprès pour, passer un peu sous les radars, pour pas donner un hashtag qui soit trop connoté, qui soit trop politique. Mais en gros, équilibre et verticalité, c'est remise à zéro des compteurs, moraux. Ça veut dire qu'il y a un chef qui décide et que tous les autres se taisent. Et j'en profite aussi, puisque j'ai vu passer un commentaire sur le chat, alors, Macron, il a peut-être tous les défauts que vous voulez et je serai pas la dernière à pointer certaines de ses errances, certaines de ses erreurs, de ses mauvaises décisions. De là à dire que Emmanuel et Brigitte Macron sont un copier-coller de Nicolas Ceausescu, il faut pas avoir de face pour dire une merde pareille. Parce que les Ceausescu, ils ont du sang sur les mains et beaucoup de sang. Donc juste achetez-vous une décence avant d'écrire des trucs pareils. Voilà. On va revenir sur Ceausescu. Donc il a utilisé ce hashtag, en fait, tout simplement parce que c'était plus simple de le faire passer sur les réseaux sociaux, parce que ça passait sous les radars et d'ailleurs, ce qui est Ouais, très parce que c'est pas un intéressant et moi je hashtag l'avais vu politique. non, c'est pas politique. Justement, c'est ça qui était génial. C'est-à-dire que enfin, c'était génial, pardon, Ouais, non, c'était on se intelligent, on comprend. va dire ça comme ça. Ouais. Oui, non, mais ça peut être mal interprété, c'était pas du tout mon je préfère être assez carrée dans mes propos, mais Heu, ça passait en dessous des radars, par exemple, de la modération sur Facebook. Quand j'ai exploré la bibliothèque publicitaire de Facebook, je me suis beaucoup amusée d'ailleurs samedi dernier, heu, on voit que, par exemple, partager avec de la publicité des articles de presse, c'est considéré comme un enjeu sociétal, politique ou moral et donc du coup, c'est tagué, c'est flagué d'une certaine manière par Facebook.
Mais si vous voyez équilibre et verticalité, là, spontanément, le truc qui me vient en tête, c'est de me dire: «Bah, tiens, ça doit être une blogueuse ou une influenceuse, lifestyle, vie naturelle, homéopathie, herbivore» ou des trucs comme ça. Parce que c'est à ça que ça ressemble, hein. C'est et du coup, c'est passé crème et justement, on l'a vu, c'est passé crème sur TikTok, c'est passé crème sur Insta, sur Facebook. J'ai pas regardé Twitter honnêtement. J'ai pas eu le temps. Je j'aurais bien aimé faire une analyse, complète de tous les réseaux sociaux, mais vu que Georgescu s'est concentré sur TikTok, je suis restée sur TikTok. Ouais, Voilà. donc Donc l'idée, pour rappeler un peu le contexte, c'est, cette multiplication, dans les dernières semaines de la campagne de, vidéos, sur TikTok qu'on va retrouver, partagées, mises en avant, par des influenceurs qui ont rien à voir avec la politique, hein, d'ailleurs, hein, des parler de beaucoup d'influenceurs, beauté, lifestyle, et cetera, donc qui réclame une espèce de président idéal, d'un homme fort. D'ailleurs, dans les mots-clés qui sont utilisés, dans le script qui est utilisé, on a presque l'impression qu'on parle de Donald Trump, encore une fois, du moins la manière dont le clan MAGA parle de Donald Trump. Et donc, cette utilisation qui, lui, permet de toucher une grande partie de l'électorat. Je ne sais pas si vous avez les chiffres en tête, sinon je les ai dans mes notes, mais le nombre d'utilisateurs, pour qu'on comprenne, le nombre d'utilisateurs de TikTok en Roumanie, ça représente quoi? i je de mémoire, on est sur 9 millions d'utilisateurs, roumains de TikTok, sur une population qui fait 19 millions d'habitants. Donc c'est beaucoup. Ah, c'est énorme, c'est C'est énorme, c'est énorme. oui, c'est ah non, pardon, excusez-moi, correction. 9 millions, c'est Facebook. TikTok, c'est 7,6 Ouais. selon les chiffres TikTok. Donc c'est beaucoup quand même, hein. Et en fait, les trucs qu'on voit sur TikTok, derrière, on va les partager sur WhatsApp et en Roumanie, on utilise beaucoup WhatsApp, parce que les forfaits téléphoniques, et internet sont assez chers et du coup, tout le monde passe par, cette application de messagerie, tout le monde passe par WhatsApp. D'ailleurs, je sais que c'est aussi le cas en Espagne, parce que tout le monde, en fait, s'échange ses WhatsApp. Donc en fait, les vidéos sortent de TikTok et vont derrière sur des messageries type WhatsApp, mais aussi sur Telegram, sur Signal, ça circule sur Facebook, tout est connecté. Donc Ouais, c'est ça comme ça et fait c'est c'est une comme grande ça que masse. ça devient viral. Donc, là, on voit la capture d'écran, qui vient de Projet Arcadie de la page TikTok, de sa page. Mais il faut comprendre que la plupart des vidéos qui sont utilisées, ne sont pas justement des vidéos, classiques, que tout au long de cette campagne, il participe très peu, d'ailleurs, à la campagne dite officielle, les débats télé, et cetera. Mais par contre, ce sont des gens, j'aime bien l'exemple lorsque vous parlez de cette tiktokeuse qui est en train de se maquiller, c'est ça? Et en même temps qu'elle se maquille, elle dresse, le portrait idéal de ce qu'elle veut? Ouais, c'est exactement ça. Celle-là, alors elle m'a tuée parce qu'elle est en train de faire une vidéo de maquillage. On la voit en train d'appliquer son fond de teint, derrière ensuite ses poudres, ses crèmes, tout ça machin. D'ailleurs, faut qu'elle se calme avec les produits de beauté parce qu'en fait, ça lui va carrément pas. Et en même temps, elle décline le script qu'on lui a fait et pour lequel elle a signé et dans lequel elle dresse les qualités, que devrait avoir un président de la République. Limite, j'ai préféré celle qui était en train de faire des crêpes avec son mari, en fait. Ah, parce qu'il y Parce en que a je suis une qui faisait des crêpes avec son mari en plus. ouais, ouais, exactement, mais en fait, c'est ça le truc, c'est que c'était des vidéos, heu, mais il y avait zéro contexte politique. Il y en a une, elle fait du shopping à Kaufland. Il y en a une autre, elle est en train de se maquiller, il y a celle qui fait des crêpes. Rien du tout, quoi. Mais C'était pourquoi c'est vous mais le parlez truc de était un script? C'est qu'en termes parce de qu'il y avait message, un c'est le script. même? Ouais. Oui, c'est le même. En fait, quand j'ai investigué, j'ai utilisé un outil, qui a fait la moitié du boulot à ma place, j'ai envie de dire. Il a été très gentil avec moi. Bon, en même temps, vu le prix que ça coûte, il peut être gentil avec moi. Il a extrait, l'audio et donc l'a retranscrit par écrit et c'est là que ça saute aux yeux. On dit: «Mais merde, ils disent les mêmes choses, les mêmes phrases, les mêmes mots». Et d'ailleurs, en fait, l'outil en question, il a été utilisé par les services de renseignement de Roumanie parce qu'en fait, j'ai regardé le truc et j'ai dit: «Tiens, c'est marrant, cette capture d'écran, je la reconnais».
Ouais, on a les mêmes outils, vous et moi, hein, mais bon, on ne doit pas avoir les mêmes budgets non plus. Donc vous, vous avez les moyens de vous en servir mieux que moi. Et en fait, on voit la retranscription, on voit que c'est les mêmes mots. Donc oui, il y a un script. Et d'ailleurs, cette histoire de script m'a été confirmée par un influenceur qui a accepté de me parler, Ouais, parce que anonymement, bien sûr. c'est ça ce qui est intéressant, c'est que, des gens qui sont dans la communication, bah, 1, ils refusent d'en parler, mais vous avez quand même réussi à en interviewer, en interviewer un, c'est ça? Ouais, en fait, alors quand tout à l'heure, quand on disait Georgescu, il a fait très peu de débats et je vous ai fait ce petit signe-là, en fait, c'est le nombre de débats TV, qu'il a accepté de faire durant la campagne. Il en a fait 2, OK. c'est tout. Donc voilà, c'est d'où, il y avait pas d'autres, mais je voulais pas vous couper la parole. Oui, en fait, j'ai contacté, ce que j'ai fait, c'est que grâce à l'outil, j'ai réussi à remonter tous les influenceurs parce qu'en fait, cet outil-là était tellement bien fait que lui, en fait, il s'est pas basé que sur ce qui était disponible, mais il a aussi fouillé les caches. Parce qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui n'ont pas assumé cette vidéo et qui l'ont effacée et moi je comprends clairement le truc. Donc j'ai réussi à remonter vers eux. J'en ai qui, au bout d'un seul message m'ont bloqué direct. Ils m'ont dit: «Non, c'est pas vrai, j'ai pas fait de vidéo». J'ai dit: «Bah si, c'est vous là», en montrant une capture d'écran machin, direct bloqué. OK. J'en ai d'autres qui ont jamais répondu et j'en ai un qui a accepté de me parler et qui non seulement il a accepté de me parler, mais pour me prouver sa bonne foi, j'ai envie de dire, il a accepté de me montrer des captures d'écran d'une autre commande qui avait été passée par la même entreprise, à savoir Progressia, qui commandait d'autres vidéos d'influenceurs, justement dans le but de préparer le second tour de l'élection présidentielle. Hem et l'influenceur, il m'a dit: «Franchement, c'était pas flagrant» et quand il m'a montré les captures d'écran, quand il m'a montré le script sérieusement, j'ai dit: «Ouais, je comprends que le mec soit tombé dans le panneau». Parce que bah, si tu connais pas le truc, bah, ouais, tu tombes dedans et exprès, ils ont choisi des influenceurs lifestyle, des blogueuses beauté, je vais pas dire dans quelle niche est l'influenceur qui a accepté de me parler parce que protection des sources, anonymat, tout ça, mais en gros, genre zéro rapport avec la politique, réellement. C'est des gens qui sont pas politisés et qui ne connaissent pas les ingérences étrangères, qui ne savaient pas que ce scénario était le même que celui qui a été déployé en République de Moldavie dans le cadre de l'élection présidentielle. Donc comment ils auraient pu? Et puis je suis aussi tombée sur une gamine un petit peu débile, qui elle m'a dit qu'elle était vraiment de bonne foi, mais qui voulait pas me le prouver. Donc bon, elle m'a un petit peu agacée. Mais voilà, c'est-à-dire qu'on a ciblé volontairement des personnes qui n'étaient pas armées pour comprendre ce qui se passait. Alors, est-ce que c'est de leur faute à eux? Moi, je serais un peu bienveillante à leur égard. Je pense que n'importe qui justement qui n'était pas armé aurait pu tomber dans le panneau. FameUp se dédouane de toute responsabilité dans cette histoire. Alors FameUp, Heu c'est ah oui, pardon. l'agence, non, non, mais justement j'allais en parler, donc c'est parfait. FameUp, c'est, l'agence, que vous avez identifiée, qui est, donc à l'origine des commandes. C'est eux qui vont, contacter et payer d'ailleurs, parce qu'en fait ce sont des et justement je vais vous entendre sur le prix parce que vous allez voir combien ça coûte de désinformer. C'est ça ce qui fait le plus peur à mon avis. Et donc, FameUp, c'est cette agence qui est allée, chercher les influenceurs, c'est ça? Alors en fait, FameUp, c'est une plateforme de mise en relation entre des influenceurs et des entreprises qui ont besoin, de faire appel à des influenceurs dans des campagnes marketing. C'est une plateforme de mise en relation comme peut l'être Fiverr, que pour le coup, les auditeurs, des États-Unis connaissent vraisemblablement, Mmh. parce que Fiverr, je sais que c'est très développé chez vous. D'ailleurs, c'est plutôt pas mal comme service, j'aime bien. Heu, FameUp, c'est ça. Mais FameUp se prend une méga commission au passage et c'est ça qui m'a tuée, en fait. L'influenceur qui a accepté de me montrer les captures d'écran pour Je pense Progressia, qu'on les a, Thomas, le FameUp. Ouais, ouais, bah, tu allez-y, peux allez-y. parce que c'est dans le PDF, de l'article, je Non, suis non, mais désolée, c'est un petit problème de je pense les avoir, alors quelque part. Ah, on va continuer. Voilà, ça pour arrive. pour la deuxième série de vidéos qui demandait d'être faite, l'influenceur, il était payé 11,80 € la vidéo. C'est la La deuxième. campagne sur FameUp, voilà, 58 rounds, 72, donc ça fait 11,80 € avec la Donc c'est conversion. 11,80 € pour créer ces clips, à la gloire de, Ceausescu, c'est ça? De Georgescu, ouais.
Mais c'était pour la deuxième campagne, c'est-à-dire celle qui aurait dû avoir lieu pour, si on va dire si les mecs s'étaient pas fait spotter tout bêtement. Parce qu'en fait la 11,80 €, campagne n'existe non, mais ce chiffre est fou parce qu'on a l'impression que ce sont, lorsqu'on parle d'ingérence, on se dit: «Voilà, mon Dieu, c'est des choses extrêmement compliquées» et en fait, aujourd'hui, on peut acheter, quelqu'un pour 11,80 €. ouais, clairement. Et Ouais. ce qui est génial, c'est que les mecs ont fait une culbute d'enfer sur FameUp, parce que la campagne ça commence à 2 500 €. Alors je vous rassure, vous les Américains, ça vous coûte plus cher. Il faudra 5 000 $ la campagne, hein, quand même. Mais du coup, j'ai calculé, je me suis amusée à faire ce petit calcul. La culbute, elle est quand même de 2 000 balles sur une campagne. Ah ouais! Ah ouais, c'est joli. Et ce qui est super intéressant, c'est que FameUp, cette plateforme a toujours été déficitaire. J'ai un peu fouillé leurs chiffres, sur l'équivalent d'un société.com. Je sais pas comment ça s'appelle aux États-Unis, mais en gros, on peut regarder un peu les chiffres de la boîte et on voit que les mecs, ils ont toujours été déficitaires. J'ai jamais compris, en fait, ces mecs-là, ils vendent des campagnes avec des micro-influenceurs qui coûtent super cher. Ils sont localisés dans un petit bled, ils ont même pas des super beaux bureaux sur l'équivalent des Champs-Élysées. Non, non, ils sont dans un petit bled et je comprends pas, en fait, ce qu'ils ont fait avec le fric. Et FameUp a servi d'intermédiaire, notamment pour Progressia et pour Fondamental, je sais plus exactement le nom. Et ces entreprises sont des entreprises fantômes qu'on retrouve nulle part. Pour l'instant, dans les notes déclassifiées des services de renseignement roumains, eux, ce qu'ils ont mis à jour, c'est qu'en fait, les influenceurs ont été payés un peu plus cher que ce que moi j'ai trouvé. Alors, il y a 2 chiffres qui ont été mis en avant, c'était 400 RON la vidéo, donc ça fait quand même 100 € la vidéo. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. Donc ils ont été payés un peu plus cher pour faire ça. Mais ça reste que voilà, ça reste des sommes, qui sont, assez minables, et les entreprises qui sont derrière, pour l'instant, on les remonte pas. Je pense que les services doivent avoir plus de renseignements et d'ailleurs, c'était dans Le Monde de ce matin. Il y a des perquisitions qui sont en cours en Roumanie, donc il va y avoir une enquête judiciaire et l'influenceur qui a accepté de me parler, moi je l'ai prévenu gentiment. C'est un conseil qui plaira à Maître Eolas, je pense. Ce que je lui ai dit, j'ai dit: «Tu sais, ça restera pas sans réponse. Il va y avoir des enquêtes judiciaires, vous allez être tous auditionnés parce que, bah, vous êtes visibles et si moi je vous ai trouvé, ils vont vous trouver vous aussi. Donc surtout, prends un avocat et vois avec lui, quelle stratégie adopter, hein». Non, c'est toujours un bon conseil de prendre un avocat. Du moins, c'est ce que me répète Toujours. Maître Eolas. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est ce qu'il me répète. Je Autant on voit, hein, avec ces captures d'écran, avec les différents éléments, avec, justement dans un des éléments, on voyait comment, ces dernières semaines, la progression au niveau du hashtag, qui, progressait dans les dernières colonnes, donc comment il y a eu une accélération dans les derniers jours, de la campagne. On voit, Ouais. bien ça et évidemment, on va revenir sur la décision de la Cour constitutionnelle, mais comment, on fait le lien entre un candidat, après tout, j'aime faire l'avocat du diable, je n'en ai pas forcément envie, mais en parlant d'avocat justement, de, monsieur Georgescu, comment, on peut imaginer un candidat qui a compris, aujourd'hui une campagne électorale, peut se gagner, grâce au, virtuel, grâce au viral, 9 millions de Facebook, 7,6 millions sur TikTok, Instagram, et cetera. Comment on fait comment on saute le pas de se dire: «C'est pas un candidat qui décide, de faire ça pour mener sa campagne», ce qui est son droit, mais c'est de l'ingérence, étrangère et on se tourne, du côté de la Russie. Quels sont les éléments, aujourd'hui du dossier? Et je pense et ce n'est pas le seul élément, mais qui ont servi à motiver, la décision de la Cour constitutionnelle? Comment on fait le lien? Alors, déjà, il faut savoir que Georgescu, il est très copain avec Alexander Dugin. Alors, pour ceux qui ne savent pas qui est Dugin, c'est un des idéologues de Poutine, hein. Sa fille d'ailleurs s'est fait tuer à sa place dans un accident de voiture, je sais plus, il y a pas très longtemps de ça, 1 an ou 2. Donc Dugin, c'est pas un gentil, hein, c'est pas voilà, c'est un mec bien énervé, hein, c'est un type qui délire beaucoup d'ailleurs. La maison de retraite, ce serait peut-être pas mal pour lui et quand Dugin venait en Roumanie, c'est Georgescu qui organisait les venues et les visites. Donc déjà, petit faisceau d'indices là, ah ouais, toi tu as des potes, bah moi j'irai pas au café avec. Premier élément.
Deuxième élément, quand on se base sur les notes du service, enfin des services de renseignement roumains, on voit que dans le même mouvement, il y a eu ce qui est appelé des attaques cybernétiques. Alors, je m'explique parce que j'ai la moitié des techs qui m'écoutent qui vont tomber dans les pommes. Il y a eu des attaques des DOS, notamment sur le site du parlement roumain, ce qui me rassure parce qu'en fait, à un moment donné, j'y accédais carrément plus et je me disais: «Mais en fait, ça se trouve, je me suis fait ban». Non, non, c'est juste le site, il a ban tout le monde en vrai. Le site des élections qu'on a montré tout à l'heure avec les résultats. Donc il y a eu des attaques des DOS, il y a eu des tentatives d'injection de script. Ce qu'on a vu aussi, c'est que parmi les gens qui ont donné de l'argent à Georgescu via TikTok, il y avait justement quelqu'un qui se trouve lui aussi avoir des copains en Russie. Et quand je dis des copains, c'est pas juste des copains sur un forum, hein. Non, non, c'est genre il a beaucoup de potes. Et surtout, en fait, là où Georgescu a fait une méga erreur, une erreur de con, c'est qu'il a déclaré 0 € de dépenses électorales. Et hier soir, je me souviens quand j'ai mis la brève sur Arcadie en disant que l'élection, était annulée, j'ai des gens, on en discutait sur Discord, qui disaient: «Mais est-ce que c'est à cause des ingérences, machin?» J'ai dit: «Moi, je te parie ce que tu veux que c'est à cause du financement». Et effectivement, quand on lit la décision, on voit que ce qui a motivé la cour, c'est notamment la question du financement. Parce que, contrairement à la France où en fait, d'abord on gagne ou on perd l'élection et après on dépose les comptes de campagne, en Roumanie, on doit les déposer avant. Sûrement qu'il doit y avoir un addendum à côté, hein, mais en gros, il faut déposer les comptes et dire: «Voilà, j'ai dépensé tant, j'ai récolté tant». D'ailleurs, ça donne des jolis tableaux Excel, qui sont super lisibles, qui sont super chouettes, à lire au coin du feu. Et Georgescu, il a mis 0 et 0. Donc il a pas respecté les règles du jeu de base. Alors, Donc on c'est va un gros voir délit, c'est un gros l'arrêt au délit, hein. journal, l'arrêt, au journal, officiel, où, justement, tous ces points-là et donc c'est effectivement un point qui est intéressant, mais c'est presque une erreur c'est presque une erreur de débutant, pour le Carrément. coup, d'avoir déclaré parce que, voilà, ce qu'on voit, on parle évidemment énormément de TikTok et cetera, mais, sur 3 pages, la Cour constitutionnelle donc détaille ces derniers points. Donc on parle d'ingérence, on parle d'utilisation. Je trouvais que c'est intéressant parce qu'on est vraiment malheureusement dans l'ère du temps d'utilisation de l'intelligence artificielle, ce fait qu'il n'y a pas, il n'a pas déclaré de compte de campagne et dans l'utilisation de l'intelligence artificielle, et ça fait partie des outils de manipulation que nous, on connaît très, très bien ici, et qu'on a vu, en Moldavie et dans d'autres pays et en France aussi, via ce qu'on appelle l'opération, Doppelganger, le fait de ces faux, sites d'information, ces faux sites de news qui reprennent, on a l'impression qu'on est sur un site d'information et en fait, ce sont que des points de propagande. Donc ça fait partie de tous les points, hein. C'est vraiment ça, il faut vraiment insister. Ce n'est pas un seul aspect qui a motivé la décision de la Cour constitutionnelle. Ah oui, mais totalement, c'est-à-dire qu'il faut pas du tout s'imaginer que, c'est juste parce que, Georgescu a utilisé TikTok, paf, on a décidé de l'annulation de l'élection. Non, non, c'est pas du tout ça. Il y a vraiment un faisceau d'éléments. Alors, premier point, l'absence de transparence sur les dépenses électorales. Il n'a pas voulu dire combien il a dépensé, il n'a pas voulu dire combien il a récolté de dons. Or, on a la preuve qu'il y a eu des dépenses électorales. Enfin, je veux dire, même les affiches, il y a eu des affiches de Georgescu à un moment donné, donc c'est pas gratuit. Alors, on va me dire: «Oui, mais c'est peut-être l'État qui paye». Oui, mais dans le cas français, par exemple, les affiches, il faut quand même qu'elles figurent sur le compte de campagne, hein. Je sais, je me suis tapé suffisamment de comptes de campagne, auprès de la commission, ce qu'il y a dedans ou pas. C'est un peu pareil en Roumanie. Donc, problème des comptes de campagne. Problème de l'étiquetage, parce que sur les réseaux sociaux, il y avait un numéro à marquer pour les candidats à l'élection. Georgescu l'a jamais fait. Et TikTok, lui, l'avait marqué comme marque et pas comme candidat politique. Donc du coup, lui, il y a eu une rupture d'égalité entre les candidats. Et c'est un des points de la décision de la Cour constitutionnelle. Donc c'est en raison de tout ça et par-dessus ça, une ingérence qui vient de l'étranger. Alors, la Cour constitutionnelle a été très prudente. Elle ne dit pas ouvertement que c'est la Russie. Maintenant, c'est évident qu'on se tourne tous vers la Russie, parce que qui peut faire ça? Les États-Unis ont aucun intérêt à emmerder la Roumanie. Déjà parce qu'avant de devenir, un membre de l'Union européenne, une fois que Ceausescu est tombé, un des premiers trucs qu'on a fait, c'est de demander à rejoindre l'OTAN. Donc voilà, on n'a aucune raison de se fâcher avec les Américains.
Heu, je vois pas d'autres pays faire ça. La Chine, pareil, c'est pas notre ennemi, hein. En plus, la Chine, historiquement, on a beaucoup de relations avec. C'est pas toujours bien heureux, mais ça, c'est pareil, c'est une question d'histoire, on en reparlera une autre fois. Il y avait que la Russie qui pouvait nous emmerder. Pourquoi? Parce que la Russie, on l'a vu sur la carte et j'invite, nos auditeurs, nos internautes à rejeter un œil sur la carte. Voilà, merci. On a une équipe formidable derrière. Bah, en fait, nous, on est les voisins de l'Ukraine. Et je sais pas, est-ce qu'on peut faire un tout petit zoom sur la Roumanie, pour qu'on voit bien avec quel autre pays la Roumanie partage sa frontière? Un petit chouïa encore? Tout petit, petit? Il y a une espèce de petite chose sur la droite, Ouais. ça s'appelle la Moldavie. Alors je vous donne le contexte. La Moldavie, à une époque, ça appartenait à la Roumanie. Bon, 1945, tout le monde se partage le gâteau, la Moldavie devient l'URSS. Enfin, je veux dire, le truc est intégré à l'URSS, hein, comme l'Ukraine d'ailleurs, son petit voisin. Et puis, 89-91, chute progressive de tous les dictateurs soviétiques, y compris en Moldavie. Et là, on pose la question à la Moldavie: «Ou qu'est-ce que tu veux faire?» «Moi, je reste indépendant». «D'accord, pas de problème frère, tu restes indépendant». «Ouais, mais il y a un malaise». «Quoi?» «La Transnistrie». «Niais, les mecs, ils veulent continuer à faire partir de l'URSS». «Oui, j'ai bien dit URSS, j'ai pas dit la Russie». Là-dessus, Poutine arrive et il se dit: «Chouette, il y a un truc à moi là-bas, je vais tenter de le récupérer». Donc on a un bout de la Moldavie, en fait, heu, ils sont plus ou moins en guerre civile, vaguement. Et Poutine rêve de récupérer ce truc-là, hein. On a enfin, je veux dire, le truc, il est avéré, machin. Et puis, comme on le voit, la Roumanie partage aussi des frontières avec l'Ukraine et nous, on est très impliqués dans le conflit. D'ailleurs, on a des bases, on forme les soldats, on va leur donner un coup de main, on a accueilli des réfugiés ukrainiens, surtout des réfugiés, femmes. Heu et donc il y avait tout un enfin, en gros, si on regarde les suspects éventuels, bah, pardon, mais il y a que la Russie qui se dégage. Ouais, surtout Et surtout d'ailleurs, lorsqu'on on revient sur la Moldavie et ce qui s'est passé, parce que, la Moldavie, je vous invite à aller lire le travail formidable d'enquête qui a été fait, tiens, encore une femme, formidable, par la journaliste, Zaharescu, Natalia Zaharescu, qui s'est infiltrée, justement dans ces partis pro-soviétiques, et on retrouve exactement la même chose, l'utilisation des faux articles, l'utilisation des médias sociaux, et on sait, et l'argent qui vient de la Russie pour faire basculer la Roumanie. On a vraiment, la Moldavie, on a vraiment le sentiment que du côté de Poutine, il y a une volonté de reprendre les marques de ce qu'a été l'URSS pendant très longtemps, hein. totalement et j'en profite pour répondre, aux gens qui nous écrivent. Alors oui, effectivement, comme ça a été souligné, il y a la mer Noire qui est un enjeu stratégique, bien entendu. Et oui, il y a des unités de l'armée française qui sont stationnées en Roumanie, hein. Je c'est effectivement. Donc, est-ce que tous les satellites de l'URSS n'ont pas voulu rejoindre l'OTAN? Si, plus ou moins, mais peut-être pas tous. Il faudrait que je vérifie, ça m'évitera de dire des bêtises, donc ça, j'en suis pas sûre. Mais en tout cas, je sais que dans le cadre de la Roumanie, nous, on voulait rejoindre l'OTAN, très, très rapidement dès que ça a été possible. Donc, il faut aussi savoir un truc, c'est que l'année dernière, quand j'ai fait mon livre sur les ingérences étrangères, j'ai beaucoup travaillé sur la Russie. Pas uniquement la Russie, mais c'est vrai que bon, j'avais quelques facilités, culturelles pour, comprendre ce qui se passait là-bas. Il y a un truc qu'il faut se figurer. La Russie a une source d'argent quasiment infinie. Pourquoi? Parce qu'ils ont des hydrocarbures, et que ça vaut du pognon. Alors vous allez me dire: «Oui, mais attendez, on a pris des sanctions contre la Russie, nous, l'Union européenne, parce qu'on est chouette». Ouais, ouais, on va reprendre la carte. Je suis désolée Thomas, il va me détester, hein, il va me détester. Non, 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 c'est Si on bon, peut tu es remettre la habitué. carte sur la Roumanie, voilà. Alors, à côté de la Bulgarie, il y a un petit pays qui s'appelle la Turquie, d'accord? Devinez qui sert de machine à laver pour l'argent russe? La Turquie. Il a gagné! Bravo! Merci. La Turquie fait office de machine à laver. C'est-à-dire que maintenant tout ce qui est, nettoyage d'argent, plutôt que de faire un direct, Russie, France par exemple, Russie, Roumanie, Russie, Moldavie, c'est pas grave, on passe par la Turquie. Alors la Moldavie, c'est un peu particulier parce qu'ils sont pas dans l'Union européenne, donc eux, ils s'en foutent. Heu
Et en fait, la Russie avait anticipé le fait d'être virée de SWIFT. Alors, le SWIFT, c'est les échanges interbancaires. C'est pas grave, les mecs, ils ont monté de leur. Et il y a qui dans ce système alternatif à SWIFT? Ah bah tiens, il y a la Turquie, il y a le Kazakhstan, il y a l'Ouzbékistan, il y a les anciennes républiques soviétiques là-bas, là, sur la droite, que là, on voit pas sur la carte. Heu, donc en fait, ça a juste transité. On a juste changé de transit. Donc en fait, c'est super facile et par-dessus ça, il y a un autre, phénomène qui joue, bah, c'est les cryptomonnaies. Parce que ça se trace pas. Enfin, ça se trace oui et non quoi, mais c'est pas c'est facile de faire venir du pognon avec des cryptomonnaies ou juste de le faire passer via TikTok, via des réseaux sociaux. En fait, c'est on n'a pas trouvé le moyen de bloquer ça. Donc on a un pays qui a une volonté, colonisatrice, on va le dire comme ça. Qui a une volonté expansionniste, qui veut revenir à l'époque où la Russie, bah, en fait, elle avait piqué la Finlande, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Biélorussie, l'Ukraine, la Moldavie, un bout de la Roumanie aussi au passage, hein, parce que voilà, alors qu'en fait on parle même pas la même langue, c'est ça qui est à mourir de rire. Et puis si on peut bloquer aussi des trucs sur la droite du pays, ça nous fait plaisir. Donc on va piquer tout ça. Et puis il se trouve on a ce qu'il faut, pour payer nos factures. Donc en fait, on va se faire plaisir. Donc par-dessus tout ça, bah, ça donne des ingérences étrangères et c'est la Russie. Ouais, Et le problème, c'est que la Chine ne calme pas le jeu derrière. il y a un autre indice désormais, a posteriori, de cette ingérence russe, c'est la manière dont les comptes pro-russes et entre autres du premier désinformateur, hein, dans le classement des désinformateurs sur X, il est le premier, c'est ce compte plus ou moins américain, mais pro-Poutine à 100%, de Jackson Hinckley, c'est ça, de Jackson Hinckley, qui depuis 3 jours, c'est un compte extrêmement populaire, s'est transformé en chambre d'écho pro-Georgescu, anti-OTAN, en expliquant que c'était un coup d'État de l'OTAN, ce qui était en train de se passer. Donc on va regarder une petite... tiens, pendant qu'on est en train de parler, voilà, c'est sa timeline hier soir. On voit que donc c'est un compte américain et d'un coup, ce sont que des messages qui placent Georgescu dans la position d'un martyr, avec des tas de partages de fake news, son arrestation, le fait qu'il se Stop, retrouve en attends, prison. Ah, remonte, remonte un Thomas, tout petit peu. remonte un petit peu. Thomas, remonte sur encore, encore, regarde, ouais, stop, arrête. Arrête. Et regardez qui est suggéré à suivre, Ouais, Dugin. juste en dessous, Ouais, Douguin. ouais. On n'a même pas fait exprès. On n'a Merci pas fait Thomas. exprès. Non, non, merci Thomas. Bravo, bravo la main, comme dirait, comme dirait Maître Eolas. Non, donc voilà. Mais je ne sais pas si vous voyez l'ampleur, le nombre de messages. Compte américain. On va revenir au début de la vidéo, Thomas, pour voir le nombre de millions d'abonnés. Il a presque 3 millions de followers. Ces vidéos sont vues à des dizaines de millions, qui s'est transformé depuis 2 jours. Le seul message, j'imagine que maintenant, avec la chute prochaine de Damas, il va revenir sur ce sujet-là, mais ces dernières 48 heures, c'était uniquement sur la Roumanie, et c'est un tel écho aux États-Unis, ce sentiment que l'OTAN est en train d'empêcher le processus démocratique à travers cette élection, à travers cette décision de la Cour constitutionnelle, que Don Junior, le fils du prochain président des États-Unis, a tweeté sur le sujet. On a le tweet pour remonter en disant voilà, c'est en train de se passer. En expliquant que c'est une nouvelle attente, une nouvelle tentative des marxistes et de Soros d'empêcher l'expression de la démocratie. Voilà, on en est là. C'est devenu la Roumanie est devenue un enjeu aux États-Unis, mais encore une fois. Ce sont que des comptes, ce sont les mêmes comptes. Vous allez trouver de la propagande contre l'Ukraine. Ce ne sont que des comptes pro-russes en américains qui font
cette attaque, de ce qui s'est passé. Euh, j'ai une question pour vous, Maître Eolas, on en a parlé avant. Vous êtes toujours là, je le sais, fidèle au poste en tant que bonne sentinelle. La question est la suivante. On comprend à peu près, même si on n'a pas le temps évidemment de rentrer dans tous les détails, la décision forte, extrêmement forte de la Cour constitutionnelle de Roumanie de dire voilà, cette élection pour des tas, comme nous l'expliquait Trice, pour des tas de raisons, pas uniquement TikTok, mais pour des tas de raisons, ne respecte pas les règles. Donc on annule le premier tour, c'est quelque chose d'extrêmement fort. On a vu la participation, il y a eu des millions de Roumains qui sont allés voter. On annule cette élection et on laisse le soin au gouvernement en place d'organiser. Il n'y a pas de calendrier encore pour un nouveau scrutin. On laisse le soin d'organiser. On comprend, on peut comprendre en tout cas cette décision. D'ailleurs, j'ai vu, il me semble, petite parenthèse, que justement, on a une réaction, j'ai pris ça dans Le Monde, de Elena Lasconi, qui s'est opposée, qui devait être en finale, en deuxième tour, qui s'est un petit peu opposée à cette décision. Mais moi, ça ouvre un autre problème. Très souvent, lorsqu'on étudiait ensemble avec nos auditeurs la Constitution française, la Constitution de la Ve République, et on disait, le problème, c'est que lorsque, pour une bonne cause, le pouvoir utilise un élément prévu par la Constitution, c'est donner plus tard l'excuse à des gens qui auraient des mauvaises intentions d'utiliser les mêmes excuses en disant mais vous l'avez déjà fait. Est-ce que on n'a pas le même vous n'avez pas le même sentiment en regardant la décision de la Cour constitutionnelle de Roumanie? Voilà. Je vais me garder de commenter la décision de la Cour suprême de Roumanie parce que moi je ne l'ai pas lu, j'ai un roumain très hésitant, j'ai niveau ChatGPT plus 1, mais on peut faire un parallèle avec la France, parce que la France, l'article 58 de la Constitution est très bref en la matière, il dit simplement le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection du président de la République. Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin. Alors, quand on dit qu'il examine les proclamations, il y a une loi organique qui détaille ça. En fait, il juge des réclamations qui ont lieu bureau de vote par bureau de vote. Et dans les jours qui suivent l'élection présidentielle, il y a des décisions du Conseil constitutionnel qui sont publiées qui annulent le résultat de certains bureaux de vote parce que dans ce bureau de vote-là, il y a eu des irrégularités telles que le scrutin n'est plus sincère. Mais c'est uniquement le résultat du bureau de vote qui est annulé, tous les voix passent à la poubelle et on additionne tous les autres et on a un président. Jamais jusqu'à présent, mais l'occasion ne s'est pas présentée non plus, le Conseil constitutionnel n'a eu à statuer sur la régularité de l'ensemble des opérations et la légitimité de tel ou tel candidat. Ce serait une ligne, vous la peignez de la couleur que vous voulez, mais en tout cas, ce serait une ligne très grave à franchir. Est-ce qu'il le ferait ou pas? Je n'en sais rien. Ça dépendra surtout de quelque chose, de sa composition au moment où le problème se posera. Et ça tombe bien, on arrive l'année prochaine à un renouvellement d'un tiers, donc de 3 membres du Conseil constitutionnel. Je vous rappelle qu'il y en a un qui est nommé par le président de la République, un par le président de l'Assemblée nationale et un par le président du Sénat, avec depuis 2008 un mécanisme de validation par vote, mais le pouvoir de nomination appartient aux 3 présidents des 2 assemblées du président de la République. On a quand même un petit précédent. Alors, les membres du Conseil ont changé depuis, les mentalités aussi, mais en 1995, le Conseil constitutionnel examinait les comptes de la campagne d'Édouard Balladur, on a su par la suite qu'ils étaient un petit peu irréguliers. Notamment, je me souviens qu'il y avait une vente de t-shirts qui avait rapporté une somme absolument incroyable qui ferait rêver les influenceurs. Qui n'a pas son t-shirt Balladur dans la chambre de sa grand-mère aujourd'hui, je vous le demande. En tout cas, voilà, ils avaient fait une fortune en vendant des t-shirts. Et la loi française a désarchivé les notes tenues par le secrétaire général du Conseil constitutionnel. Donc on a
quasiment le verbatim, en tout cas le compte-rendu noté par le secrétaire des délibérations. Et c'est assez effarant parce que c'était. Alors, j'espère que c'est une mentalité qui est dépassée aujourd'hui, mais en gros, clairement, le Conseil constitutionnel a dit on ne peut pas faire ça à un candidat, à Monsieur Balladur, en fait, on ne peut pas faire ça à un candidat qui a été Premier ministre, etc. Waouh. Euh, il va de l'intérêt de la nation de passer ça sous le tapis et ils ont validé les comptes de campagne d'Édouard Balladur alors qu'il y avait rien à valider du tout. Bon, aujourd'hui, on est en 2024, 30 ans ont passé, mon Dieu déjà, et on peut espérer qu'aujourd'hui, il y aurait une plus grande exigence sur la régularité. Maintenant, est-ce que le Conseil constitutionnel, s'il constate des ingérences comme cela, irait jusqu'à annuler le premier tour? D'abord, annuler le premier tour, il n'en a pas le droit. Euh, voilà, ce serait un saut dans l'inconnu considérable. C'est une question qui est particulièrement complexe. En tout cas, moi, je n'imagine pas notre Conseil constitutionnel actuel, vu ses 70 ans de tradition, faire une chose pareille. Vraiment, c'est une régularité au niveau des bureaux, ça il veut bien, il en annule, mais on n'est même pas à 1% d'annulation, on est à 0,1% d'annulation et sans doute beaucoup moins. C'est une dizaine de votes qui sont annulés à chaque fois et pour de très bonnes raisons. Aller jusqu'à refuser de proclamer le résultat de l'élection parce qu'il a été manifestement manipulé par une puissance étrangère. La question est ouverte. Un, est-ce que ce serait souhaitable? Là, je Ouais. n'ai pas de réponse catégorique là-dessus. Ça peut l'être. Aujourd'hui, dans la société dans laquelle on est, il faut peut-être prévoir un mécanisme de protection contre ces ingérences-là. Parce que à partir du moment où on fait du Conseil constitutionnel une juridiction de l'élection, bah d'abord on est sûr que tous les 5 ans on va se prendre des contentieux de tous les candidats écartés qui vont essayer de gagner sur le tapis vert ce qu'ils n'ont pas réussi à gagner dans les urnes. Mais c'est remettre en cause l'expression du souverain, puisqu'en démocratie c'est ça, le vote c'est l'expression du souverain. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'appel possible, il n'y a pas de recours. C'est quelque chose, c'est un acte extrêmement grave de la Cour constitutionnelle roumaine, mais je ne doute pas une seconde qu'ils ont mûrement pesé leurs réflexions. C'est pas le genre de décision qu'un juge prend de gaieté de cœur. C'est que vraiment ils ont dû considérer, et donc quand on entend les explications de Trice, on peut deviner facilement d'où ça vient, que le scrutin n'a eu aucune sincérité de fait d'intervention étrangère et du comportement du propre candidat. Voilà, mais je n'envie pas la Roumanie parce que c'est un grand bond dans l'inconnu et j'ai cru entendre que la candidate qui était au deuxième tour n'était pas favorable à cette décision. Sans doute espérait-elle gagner haut la main au deuxième tour avec un ralliement des deux autres partis, mais Ouais. Ouais, c'est peut-on en ça. être bien? On a l'extrait justement de la déclaration de Lasconi qui était pas contente du tout. Alors certes, et Trice, c'est à vous de rebondir là-dessus, mais évidemment, c'est une, je vous rejoins, Maître Eolas, sur cette espèce de situation qui n'est pas, qui est extrêmement compliquée. La question de savoir si on crée ou pas un dangereux précédent, mais je me demande si en fait le véritable débat, il n'est pas là. Il est donc ailleurs. Il est dans le fait que, encore une fois, on l'a vécu d'une certaine manière aux États-Unis, on l'a vu en Moldavie, on le voit tous les jours en Europe. Ce qui s'est passé en Roumanie, oublions la décision de la Cour constitutionnelle, mais la manière dont Georgescu s'est retrouvé dans cette position privilégiée à la fin du premier tour, ce n'est pas, encore une fois, la cruelle, mais cruelle, le cruel constat que nos sociétés ne sont absolument pas prêtes, nos démocraties ne sont absolument pas prêtes à l'utilisation des réseaux sociaux lorsque on a décidé de venir manipuler. Je reviens tout à l'heure sur ce prix 12 euros pour une vidéo qui va faire basculer. Il n'y a pas une seule vidéo, mais en tout cas, ça coûte très peu cher on voyait tout à l'heure les enjeux géopolitiques, et lorsque vous êtes la Russie de financer des vidéos qui ne coûtent rien, qui vont être vues par des millions de personnes, échangées, rééchangées sur toutes les différentes plateformes. En fait, la véritable question, c'est lorsqu'on est une démocratie,
Et ça s'applique à la France, aussi. Et là, dans le cas de la Roumanie, comment, on, répond à cette espèce de Far West, que sont, les, réseaux sociaux et que certains, puissances étrangères, du coup, en termes d'ingérence, ont décidé, d'utiliser, pour venir, diviser, faire basculer nos pays. Vous en pensez quoi de tout ça, Triss? Alors je vais essayer de reprendre dans l'ordre. Ça va être difficile. Je crois eh, je vais juste reprendre la réaction de madame Lasconi. Il faut comprendre aussi qu'elle a été très, très attaquée. Voilà, merci. Les visuels que j'ai vus passer d'elle, sur la ferme, la galaxie de sites qui ont fait de la propagande pour le parti OR, dont j'ai parlé sur Arcadir, l'ont prise, elle, pour cible. Et de manière assez dégueulasse, sérieusement. Donc je pense qu'effectivement, peut-être comme le disait Olas, qu'elle misait sur une sorte de front républicain. Bah, honnêtement, moi, j'y croyais pas au front républicain. J'y croyais pas du tout. Et vous savez pourquoi? Dans le cas de la Roumanie, il y a 2 tiers des actifs qui sont à l'étranger. Donc c'est la diaspora qui vote. Et la diaspora, elle a voté pour qui? Elle a voté pour Georgescu. En France, en Espagne, en Italie, au Royaume-Uni, quasiment toute l'Europe a donné son vote à Georgescu. Il y a que les Américains, on va dire dans la partie occidentale avec les Canadiens, qui ont donné leur vote à Lasconi. Donc moi, j'y croyais pas au Front républicain. J'y croyais d'autant pas que le PSD a appelé à voter pour Georgescu dans certaines circonscriptions. Oui, oui, le PSD, donc les mecs de gauche, ils ont dit votez pour le mec de l'extrême droite. Voilà, c'est comme ça, voilà. Donc ça, c'est des trucs qui sont remontés pendant le premier tour de l'élection. Donc moi, j'y croyais pas au fait que Lasconi aurait bénéficié d'un genre de front républicain. Je pense qu'elle est fatiguée. Moi, j'ai contacté son équipe de campagne, ce matin. Enfin ce matin heure de Las Vegas. Et je leur ai demandé en fait si du coup, bah, est-ce qu'elle y allait quoi? Allez-y, retournez-y. De toute façon, enfin, voilà. Et j'ai pas eu de réponse claire. Donc, ça se trouve, elle va se retirer de la campagne. Pour l'instant, j'en sais rien, c'est des spéculations. Maintenant, parler de Far West sur le numérique, moi, j'aime pas ça. Et je vous explique pourquoi. Il y a des lois qui concernent internet. Il y a des lois qui concernent les réseaux sociaux. C'est pas un Far West, hein. Par contre, nous, ce qui nous fait défaut en France, et là-dessus, je pense que Eolas va pas me contredire, c'est l'application de la loi. Et pourquoi la loi est pas appliquée? Parce que quand vous payez 1 000 € d'impôts, il y a 4 € qui partent pour la justice. Mais attention, la justice, c'est aussi la pénitentiaire, d'accord? 4 €. Les retraites, c'est 221. Voilà. On met pas de fric dans la justice. Donc forcément, en fait, bah, quand il y a des procédures, surtout quand elles concernent le numérique, alors souvent, on tombe sur des flics qui sont pas formés, par exemple, dans le cas des raids numériques, du harcèlement en ligne, les mecs, ils disent: «Ah, mais vous avez qu'à vous retirer des réseaux sociaux». OK, toi, tu as rien compris au film, en fait. Ça commence bien. Avec un peu de chance, le dossier arrive sur le bureau d'un magistrat et c'est audiencé en 2026-2027, donc c'est trop tard. Donc en fait, avant de parler de Far West, faut voir ce qui fonctionne pas. Et chez nous, en France, ce qui ne fonctionne pas, malheureusement, c'est la justice. Et ça fonctionne pas parce qu'on met pas l'argent qu'il faut pour. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il faut changer? Dans le cas de la Roumanie, ce qu'il faut changer, c'est l'histoire. Je suis en train de relire un bouquin et vous allez voir pourquoi il y a un lien avec ça. Un bouquin sur les enfants du troisième, qui s'appelle Les enfants du Troisième Reich. Et en fait, qu'a fait l'auteur? Il est allé voir les enfants des dirigeants du Troisième Reich. Donc Göring, Himmler, Mengele, et je ne sais plus les autres là parce que j'ai un énorme trou de mémoire. Et il leur a demandé comment ils ont vécu le fait d'être des enfants de tortionnaires, des enfants de bourreaux, des enfants de dictateurs, des enfants de monstres en fait. Et il étudie en fait la chose. Et c'est très intéressant parce que du coup, il montre aussi une chose qu'a fait l'Allemagne après le Troisième Reich. Ils ont regardé leur histoire. Et moi, je me souviens que quand j'étais plus jeune, on m'expliquait que les enfants allemands vivent avec un sentiment de culpabilité par rapport au Troisième Reich. Mais nous, en Roumanie, on n'a pas fait ce boulot-là. C'était il y a 35 ans, Ceausescu. Donc ceux qui ont participé, ils sont encore vivants, en fait. Et on ne parle pas dans les familles de ce qui s'est passé. La réalité, c'est qu'en Roumanie, quasiment tout le monde était collabo. On était obligé de balancer son voisin.
pour soi-même ne pas finir au trou ou ne pas se faire buter. Et tant qu'on l'a pas fait ce travail-là, de dire: «OK, dans notre propre famille, nos parents, nos grands-parents, nos oncles, nos tantes, nos cousins et cetera, bah oui, ils ont collaboré avec l'État, ils ont collaboré avec la dictature». Il y a des leçons qu'on n'apprendra pas. Moi, un truc qui m'a marqué, c'est que la petite influenceuse avec qui je me suis pris un peu le bec, je lui ai demandé quel âge elle avait. Elle m'a dit qu'elle avait 24 ans. Donc elle n'a pas connu Ceausescu et elle n'a pas connu les années noires qui ont suivi Ceausescu. Parce qu'en fait, on pense que tout s'est amélioré dès qu'il est tombé. C'est pas vrai. C'était la merde. Il y avait rien dans les magasins. Il y avait des chiens errants partout parce que le sanitaire était pas assuré. Il y avait des détritus, les gens faisaient les poubelles. Vous avez pas connu cette époque-là, vous savez pas ce que c'était. Donc il a fallu du temps avant de remonter. Et mis à part le fait que les gens croyaient pas que la Roumanie était une dictature, qu'ils croyaient pas ils croyaient pas ce que disaient les transfuges, ceux qui avaient réussi à se sauver. Donc cet enseignement-là de l'histoire, on l'a pas fait. Et c'est que très récemment qu'on a commencé à ouvrir les archives. Mais ces archives, elles sont pas en ligne. Donc les gens peuvent pas creuser leur propre histoire. C'est pour ça qu'un mec comme Georgescu, en fait, il a pu monter si vite. Parce qu'il a raconté des conneries, mais que bah, les gamins qui étaient en face, ils connaissaient pas leur propre histoire moderne. Donc du coup, ça a marché tout de suite. Et qu'en plus, ces gamins-là, ils ont grandi avec toutes les tribulations du PSD. Eh, si vous croyez que Balkany, c'est un grand criminel, faites connaissance avec le PSD. Mediapart, il pourrait faire non pas un article par jour sur le PSD, il ferait un article par heure. Il ferait beaucoup d'argent aussi. Balkany, c'est un enfant à côté. Il y a toute une génération qui n'a connu que la corruption, même si ça s'améliore, et qu'on fait beaucoup, et que grâce notamment à Klaus Johannes, ça s'est amélioré. Il y a encore beaucoup de boulot. Tout le monde a tapé dans la caisse. Et pour répondre à une question du chat, oui, les documents déclassifiés, ils sont en ligne, hein, sauf qu'ils sont écrits en roumain et que c'est des PDF images. Hein, donc vous allez beaucoup vous amuser. Donc, comment on combat la désinformation? Avec plus d'informations, mais aussi avec plus d'histoire et avec plus de transmission d'histoire. Et plus de transparence. Il faut déclassifier. Il faut ouvrir les données au plus possible pour que les gens puissent s'en emparer, pour que les gens puissent lire ce qu'il y a. Quand il y a eu les débuts de la HATVP en France, donc c'est la Haute Autorité pour la transparence dans la vie publique, c'est cette fameuse autorité qui est chargée de mettre en ligne et de vérifier le patrimoine et les intérêts des élus. Il y a des politiques qui ont dit oui, c'est la dictature de la transparence. Non, c'est de la foutaise. En plus, souvent, ce qui était marrant, et ça, Eolas, je crois qu'il s'en souvient, à droite, quand on a fait les lois antiterroristes, antiterrorisme dans le sillage de ce qui s'est passé en 2015, les républicains aimaient bien, enfin UMP plus et les républicains aimaient bien dire non, mais si vous n'avez rien à cacher, vous n'avez rien à craindre. Bah là, c'est pareil. Les mecs, si vous avez rien à cacher sur votre patrimoine, bah vous avez rien à craindre. Donc là-dessus, la Roumanie a beaucoup progressé. Le patrimoine des élus, il est en ligne, il est public, il est accessible sur Internet, puisque moi-même, je suis partie fouiller dedans. J'avais envie de voir en fait à quoi ressemblait le patrimoine des députés roumains. Ce que je peux pas faire en France pour le coup, enfin pas en ligne en tout cas. Et c'est comme ça qu'on combat. Et après, il y a la question de la régulation, pour le coup. Mais ça se fera pas au niveau de la France ou de la Roumanie. Il faut que ça se fasse au niveau de l'Union européenne. Et pour ça, il faut qu'on soit fort. Et pour être fort, il faut être unis. Mais il faut qu'on joue tous la même partition. Et ça, c'est pas encore gagné. Donc il y a encore beaucoup de boulot. Là, honnêtement, moi, je suis super soulagée de vous parler ce soir. Parce que moi, je voyais que demain, Georgescu était élu avec tout ce que ça voulait dire comme merde. Parce que son programme, moi, je l'ai lu. C'est Ceausescu puissance 1000. Et là, on se serait pas marré. Hein. Je suis pas sûre que je serais partie faire renouveler mes papiers. Parce que oui, moi, j'ai un petit problème de paperasse côté roumain. J'ai un peu oublié de faire renouveler mes papiers. Bah, Georgescu passait, moi, je les faisais pas renouveler mes papiers. Je me faisais oublier. Hein. Parce que moi, je suis binationale. Hein. Donc, je me serais sûrement délestée de ma nationalité à ce moment-là. Ou j'aurais peut-être été déchue de ma nationalité d'ailleurs, carrément. Donc voilà. Je sais pas si j'ai répondu à tout ce que tu voulais me poser comme question non, là. si, Je suis partie dans tous les sens. Non, mais c'était très bien et vraiment sur le
sur le rôle du devoir de mémoire, d'histoire. Ça rejoint ce qu'on a toujours dit ici sur la nécessité, même si ça ne se va pas se passer du coup, d'avoir un procès de Donald Trump sur le 6 janvier. C'est parce que c'est important. Sans cette mémoire, sans cette histoire, ben, ça crée d'énormes failles et d'avoir des candidats qui s'y glissent et qui se retrouvent en tête du premier tour d'une élection. Maître Aulas, sur le côté outil juridique français pour faire face à ces opérations de déstabilisation, d'ingérence de puissances étrangères, que ce soit la Russie ou pas d'ailleurs, hein, de puissances étrangères, c'est aussi... c'est aussi simple, entre guillemets, que ça, de dire la loi existe, mais on n'a pas les moyens d'appliquer la loi? Et oui, William, c'est aussi simple que ça, parce que la loi, elle existe depuis longtemps. Le code pénal contenait, avant même l'invention d'Internet, tous les articles nécessaires pour se battre contre ça. C'est le titre du code pénal qui s'intitule Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation. C'est les articles 410.1 à 414.9. Et celui qui nous intéresse, alors d'abord la question, c'est quoi les intérêts fondamentaux de la nation? Eh bien, le code pénal les définit. Alors, on pourrait peut-être modifier un peu la rédaction, mais en matière pénale, il faut faire ça très prudemment. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on entend par intérêts fondamentaux de la nation? C'est l'indépendance de la nation, l'intégrité du territoire, la sécurité de la nation, et celui qui nous intéresse, la forme républicaine de ses institutions. Alors, si on prenait une lecture très restrictive, ce serait juste, il interdit de vouloir établir la monarchie, mais sinon tout autre régime qui se proclame républicain. Rappelons que le Premier Empire, la constitution du Premier Empire disait que l'Empire français, la République est dirigée par un empereur. Donc, est-ce que Napoléon a porté atteinte à la forme républicaine de la nation? Moi, j'aurais tendance à penser que oui. Puis les moyens de sa défense et sa diplomatie. La forme républicaine des institutions, ça implique par républicaine, en français, républicain et démocrate, république et démocratie, c'est la même chose, c'est-à-dire une république qui repose sur le vote populaire. D'ailleurs, c'est ce qui s'est proclamé au début de la Constitution. Et on a l'article 411.5 qui dit que le fait d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère ou avec une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger, ou avec leurs agents, lorsqu'il est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, est puni de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. Donc voilà, l'outil juridique, il est là. Le parquet peut ouvrir des enquêtes sur ce genre d'ingérence. Peut-être l'a-t-il fait, mais dans ce cas, ces enquêtes, évidemment, seront confidentielles. En tout cas, elles finiront par aboutir à quelque chose. En tout cas, l'outil juridique, il est là. Mais oui, il y a une vraie question budgétaire qui se pose. Il faut que la France ait les moyens de se défendre. On augmente le budget de la défense et c'est très bien parce qu'il va falloir dans les années qui viennent modifier notre organisation militaire qui repose sur un modèle qui est dépassé, qui était l'Europe post-soviétique. Mais la défense, ça fait aussi, la justice a aussi vocation à défendre la République de ses ingérences étrangères. Les outils sont là. Donner des moyens financiers, c'est indispensable, des moyens humains, former les magistrats à ces questions-là, parce que tous les magistrats sont loin d'être pointus en informatique et en droit des réseaux. J'ai vu qu'il y avait Bluetooth dans le chat. Je sais qu'il ne me contredira pas sur ce point-là. Euh, et euh, et voilà, mais il y a un effort urgent à faire là-dessus, mais au moins, voilà, on n'a même pas besoin que l'Assemblée nationale soit opérationnelle, les outils juridiques, ils sont là. Mais vous avez, L'institution judiciaire, elle est là. Les tribunaux, ils sont là. Il faut juste donner les instructions en ce sens et les moyens que ces instructions soient exécutées promptement et efficacement. le 11 avril 2027, normalement, si tout va bien, la France votera ce sera le premier tour des élections présidentielles en France. Quoi? Vous avez le sentiment que le pays est bien équipé, que les outils sont nécessaires pour que la France ne soit pas victime de campagnes
de campagne d'ingérence, que ça soit sur TikTok ou sur Facebook? La France sera victime de campagnes d'ingérence. Elle a déjà été lors des élections précédentes. Il ne faut pas oublier donc, que dans la première campagne d'Emmanuel Macron, il y a eu une fausse affaire des Macron Leaks, Ouais. puisque notamment le Rassemblement national et Marine Le Pen étaient persuadés d'avoir été destinataires d'informations. Elle avait essayé lors du débat de lancer Macron là-dessus, mais et en fait, il s'avérait que sa campagne avait été très maligne là-dessus, puisqu'ils savaient qu'ils allaient se faire pirater les documents. Ils avaient inondé leur serveur de documents complètement bidons pour que lorsque ces informations arriveraient ailleurs, ils ne pourraient pas dire le vrai du faux et ils sortiraient des fausses affaires. Je crois que c'était son nom m'échappe, il a été brièvement secrétaire d'État au numérique dans le gouvernement qui a suivi. C'est lui qui était en charge de l'aspect numérique de la campagne. Il avait bien anticipé Majoubi? ça. Mais Majoubi, c'est ça. Donc voilà, c'est l'affaire des Macron. Il y a eu les Macron Leaks qui étaient sortis, qui étaient en fait une fausse affaire et ça n'a pas du tout influé sur la campagne. Donc il y a déjà ce genre de réflexe chez les campagnes des vrais candidats de se prémunir de ce genre d'ingérence et d'accès aux documents confidentiels. Et puis oui, il y a on a quand même des députés qui sont ouvertement, font même pas l'effort de dissimuler le fait qu'ils sont quasiment les porte-paroles de puissances étrangères, certaines qui sont des démocraties, d'autres pas du tout. On a des députés qui sont quand même allés et des candidats à l'élection présidentielle qui sont fait photographier en présence de Bachar el-Assad en disant mais quel grand homme, la République syrienne est notre ami, il faut arrêter d'écouter toutes les sottises que l'on dit sur lui. Donc ces ingérences, elles ont déjà lieu. Elles auront lieu parce que c'est toujours le même suspect qu'il y a derrière, mais qui a un grand avantage à ce que l'Union européenne soit désunie, soit déstabilisée pour les raisons que Triss a rappelées. Ça va arriver, c'est certain. On a même la date, puisque alors, là, il n'y a pas encore de date officielle de l'élection présidentielle. 11 avril, ça me paraît peut-être un peu tôt, mais en tout cas, ce Ouais. sera courant avril 2027, c'est sûr, pour le premier tour. Et ce sera un dimanche, je peux l'annoncer avec certitude aussi. Euh, Bravo. Merci. C'est plutôt aux alentours du 20, le premier tour. On sait que ça va arriver. On a 2 ans pour se préparer. Très court. C'est rapide, c'est Ouais, court 2 ans, oui. ouais. Parce que, comme je le disais la dernière fois, je rappelle ma conclusion parce que j'en suis décidément très content, mais c'est quelque chose de fondamentalement vrai. Internet est un outil qui donne un accès direct à nos opinions publiques, à des gens qui ont des choses pas sympas à leur dire, pas sympas pour nous, pas sympas pour la démocratie. Euh, Peut-être c'est une des conséquences inéluctables d'Internet. C'est de l'irresponsabilité de laisser faire ça sans s'y intéresser, parce que les opérations de déstabilisation existent. Et il faut que les démocraties aussi se réagissent là-dessus, et je suis entièrement d'accord avec Triss là-dessus, sur le fait que ça se jouera forcément au niveau européen, et à condition que l'Union européenne fasse honneur à son premier nom, que l'Union soit là, parce que sinon on est totalement vulnérable. Et voilà, la Roumanie doit nous servir d'avertissement, mais si ce n'était le premier, euh, la déstabilisation ne va pas s'arrêter là. Et surtout, c'est que pour une puissance étrangère, alors il ne faut pas exagérer la puissance financière de la Russie, hein. On rappelle qu'elle a un PIB qui est proche de celui de l'Italie, mais le coût d'une opération de déstabilisation est négligeable, il est ridicule pour un État par rapport aux résultats qu'on peut avoir. Il faut imaginer maintenant qu'un pays, enfin des pays comme la Chine, la Russie, l'Iran qui ont intérêt, peuvent déstabiliser l'élection d'un pays comme les États-Unis euh, pour des coûts ridicules et militairement aucun risque. On ne peut pas imaginer les États-Unis qui vont bombarder un pays parce qu'ils ont fait une campagne sur TikTok en faveur d'un candidat qui leur serait particulièrement favorable. Donc un coût ridicule, un risque proche du néant. Euh, la naïveté est un luxe qu'on ne peut plus se permettre en Europe. Alors c'est certain, et puis l'union, et puis le temps presse. Triss, une dernière question sur la Roumanie. Donc là, si j'ai bien compris, il n'y a plus de calendrier électoral pour le moment.
Je sais que le président roumain a répété que le pays était solide, etc., etc. Mais est-ce que on peut craindre que cet ensemble de décisions crée une sorte de déstabilisation de la société roumaine, ou vous pensez que tout ça, ça va se remettre, ça va reprendre le bon sens des choses de manière naturelle? Alors, je pense que pour le coup, donner un peu de contexte institutionnel, ça peut être utile, hein. Parce que autant en France, on peut pas faire de politique intérieure si on n'a pas de président de la République, hein. C'est pour ça d'ailleurs que quand, le président est empêché, il y a un intérim qui est organisé dans la Constitution. C'est pareil aux États-Unis, vous pouvez pas bouger si vous n'avez pas de président. Mais nous, en Roumanie, c'est pas le cas. Nous, ce qui compte, c'est le Premier ministre, en fait. Alors, je m'explique, parce que dit comme ça fait bizarre. Nous, toute la politique intérieure est vraiment gérée par le Premier ministre. C'est d'ailleurs pour ça qu'on en change toutes les 3 semaines à peu près. D'ailleurs, c'était marrant parce qu'à un moment donné, à chaque fois que je venais en Roumanie, le Premier ministre était limogé. Je me suis dit: «Waouh, il y a un côté chat noir, faut que j'arrête de venir, en fait». Et d'ailleurs, voilà. Alors, j'ai arrêté d'y aller, mais les premiers ministres se sont quand même succédé, hein, comme quoi, l'équation ne se vérifie pas toujours. Blague à part, les législatives, c'était la semaine dernière. Et donc là, ce qu'on attend, en fait, c'est une coalition pour voir quel nom va émerger pour trouver un Premier ministre qui va effectivement diriger le pays. En attendant, Johannes peut assurer l'intérim, d'ailleurs c'est organisé, et il va rester en place jusqu'à la prestation de serment du nouveau président de la République en Roumanie. Donc c'est pour ça que Johannes a dit: «Vous inquiétez pas, parce qu'on a déjà fait les législatives, hein, et que les législatives ont permis de rabattre les cartes, et donc on va avoir un Premier ministre. Ça va prendre quelques jours parce qu'il faut qu'il y ait une coalition qui se détache. Je sais que l'USR a déjà dit qu'ils allaient bosser avec le PNL, avec le parti des Magyars, parce que on l'a pas c'est vrai qu'on l'a pas évoqué, mais si on reprend la carte électorale de la Roumanie, on voit qu'il y a certaines régions qui se sont teintées en vert pour représenter un candidat en particulier. Ce candidat, c'est la minorité magyare, donc les Hongrois de Roumanie. Donc c'est surtout la Transylvanie et la région qui est limitrophe avec la Hongrie. Ils vont s'associer avec eux pour essayer de faire une sorte de coalition gouvernementale, sans le PSD, faut pas déconner, hein, ils vont pas bosser avec le PSD, hein, et évidemment sans OR. Donc a priori, OR va être éjecté de la coalition. Est-ce qu'ils vont avoir suffisamment de voix pour faire une motion de censure au parlement roumain? Je n'en sais rien parce que je ne connais pas aussi bien le règlement, des assemblées parlementaires roumaines que je connais celui de l'Assemblée nationale, hein. On m'excusera sur ce coup-là, mais j'irai potasser entre-temps. Donc c'est pour ça que Johannes a dit: «Vous inquiétez pas, ça reste un pays sûr, stable, tranquille, et cetera». Mais il y avait un vrai danger avec Georgescu parce que lui, ce mec-là, clairement, dans sa tête, il est pas tout seul, et que lui, il est dans un délire que moi j'ai qualifié de messianique, parce que ce type se prend pour un messie. Et d'ailleurs, c'est un point qu'on n'a pas assez relevé, parce que tout le monde a dit: «Oui, mais ce type, il a émergé des réseaux sociaux comme ça, machin». Ouais, il y a un détail, en fait, qu'on n'a pas assez souligné en France, et même moi, c'est con, je l'ai pas assez dit. Est-ce que vous savez ce que fait la femme de Georgescu? Non. Elle est influenceuse. Ouais, donc c'est un univers qu'il connaît bien. Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, sa femme, elle est influenceuse, on pourrait dire lifestyle, mais elle aussi, elle est dans un délire, naturopathe, homéopathie, tout ça, genre la médecine, c'est mal, tout ça. Ouais, Ouais, limite ouais. sectaire du coup encore, ouais. Ah, hein! Du coup, on est dans le donc du coup, j'ai envie de dire, il y avait déjà un terreau fertile à la maison, quoi. Donc le mec, en Ouais. fait, il a regardé sa femme faire et il a fait tout pareil, à peu de choses près. Mine de rien, ça aide. Non, c'est sûr. Est-ce que nous, en France, on a les outils pour combattre? En fait, je suis peut-être un peu cynique en disant ça, mais est-ce qu'on en a vraiment envie? Est-ce qu'on a envie de donner les moyens que ça fonctionne? Non, mais je suis Non, désolée, non, je suis un peu noire là comme ça, non, mais non, non, ouais, c'est bien, ça termine bien l'émission, tout le monde va avoir super le moral. Non, je plaisante. Non, non, mais non, non, mais je suis désolée, j'ai pété l'ambiance là, je suis désolée, non, je non, suis mais désolée là, c'est une j'ai vraie question parce qu'en même temps que vous parliez des réseaux sociaux, d'influenceurs, et cetera, moi, je repensais à ce qui vient de se dérouler aux États-Unis, où, c'est un terrain, qui a été envahi très tôt, et donc ils ont les bons réflexes, les bonnes habitudes par l'extrême droite américaine. Lorsqu'on regarde ce qui se passe, en France, et entre autres les dernières élections, Bardella, et cetera, sur les réseaux sociaux,
il y a aussi, hein, il faut reconnaître ça, une avancée à ce niveau-là, une avancée ou une avance de l'extrême droite. Et donc, on peut être pessimiste en se disant, ils maîtrisent ces langages-là, ils sont extrêmement présents, et de se dire, est-ce que ce sont ces langages-là, plus qu'une participation à un débat ou un plateau sur France Télévisions ou sur TF1, qui vont avoir un impact sur les prochaines élections. Et donc, c'est Bah, un en fait, véritable problème. pendant les législatives 2024, je me suis un peu, baladée, en fait non, je suis tout simplement sortie de chez moi, ce qui déjà est une grande chose quand on me connaît un peu, je suis tombée sur une équipe de campagne, qui faisait, campagne justement. Donc j'ai discuté avec eux parce que je les connaissais, je les voyais à l'assemblée, et on discute un petit peu: «Au fait, comment se passe la campagne?» «Bon, ici, c'est quand même tranquille, machin», et il me dit: «Tu sais pas ce qui nous est arrivé?» Alors moi, pour information, j'habite à Saint-Denis, Saint-Denis le 93, pas Saint-Denis de La Réunion, hein. Donc voilà, ça vous donne vous regarderez les cartes électorales, vous verrez un petit peu quelle est la tendance. Et donc vous avez une vague idée de quelle équipe de campagne sur laquelle j'ai pu tomber. En tout cas, vous aurez une idée de l'orientation politique générale, on va dire ça comme ça, pour ne pas dévoiler quoi que ce soit de compromettant. Et elle me dit: «On a discuté avec des jeunes, dans la cité à côté», et il me dit: «Tu sais pas ce qu'ils nous ont dit?» Il dit: «On va voter Bardella». Je dis: «Pour les législatives». OK, ça commence bien. Et ils t'ont donné quoi comme explication? Parce que pardon, Saint-Denis, c'est pas qu'on se fait insulter du soir au matin par l'extrême droite, mais voilà quoi. Si vous Mhm. écoutez Bardella et si en plus vous lisez son bouquin, qui est encore une fois, qui est quand même, difficile à lire, clairement. Le mec il vous présente Saint-Denis, mais le mec en fait il s'est cru dans la purge. En fait, vous avez l'impression que si vous venez à Saint-Denis, vous allez vous faire égorger au coin de chaque rue. Non, non, je vous rassure, je vis à Saint-Denis depuis 12 ans. C'est une ville qui est compliquée sur certains aspects, je vais pas m'en cacher. Il y a des coins qui sont compliqués. Maintenant vous inquiétez pas, hein, personne va vous égorger, au petit matin, tout se passe très bien, merci, tout ça. Et donc ces jeunes qui sont très stigmatisés les gens de Saint-Denis sont stigmatisés quand même par Bien l'extrême sûr, bien droite, sûr. ils disent: «Moi je vais voter Bardella». Nier? De quoi? Pardon? Mais pourquoi? En fait on l'a vu sur TikTok et il est trop cool. Ouais. OK. Donc on a un problème avec ça parce qu'en fait, c'est quelque chose qui va se répandre, et c'est vraiment, je sais plus comment ça s'appelle, mais il y a un nom pour ça, pour un théorème qui dit que pour un mensonge prononcé en quelques secondes, il faut 20 minutes pour le débunker. On est exactement là-dessus. La loi de Et le Je- Brande. bouquin de Bardella. Voilà, je sais que Merci! Maître Eolas, voilà, fidèle au poste, il est là, il écoute tout, il écoute tout. On attend d'ailleurs avec impatience son compte TikTok. Mais bon, petite parenthèse. Ouais, non, non, on est Non, d'accord non, sur. mais non, 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 on n'attend pas avec impatience, hein. Tu vas pas aller servir la soupe au parti communiste chinois, je suis pas d'accord. Non, 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 je plaisante. Et je Et des conseils m'oppose. maquillage qui sont très bien, hein. Les conseils Non! maquillage de Maître Eolas. Écoute, si tu veux des conseils maquillage, tu vas sur un de mes sites où justement je ne fais que ça, tu vois? Ça me détend. Blague non mais pardon, Voilà, c'était Ça une part, futur ça président part, ça Goldman. part dans tous les sens, hein, mais bon, c'est pas grave. Et Non, on a le on est droit, il est d'accord sur la loi. 23h26, Sur la on a le loi, temps. on revient sur la loi Bandolini. Donc oui, Mais Brandolini. Brandolini. qu'est-ce que Merci. mais en fait, voilà, c'est toute la question, c'est est-ce qu'on a envie? Est-ce qu'on a envie d'avoir des institutions fortes? Quand il y a eu, la question des ingérences étrangères qui a été soulevée à l'Assemblée nationale, sérieusement, on était 3 et demi à s'intéresser au sujet. Alors moi, j'ai fait tout un bouquin sur les ingérences étrangères, je sais pas si on peut le voir à l'écran, si Thomas accepte de le montrer. Heu et j'ai vu, il y a plein de gens qui ont découvert le sujet des ingérences étrangères, et en fait, on devrait sans aller jusqu'à dire qu'on devrait en parler tous les matins, parce qu'au bout d'un moment, même moi, ça va finir par me gonfler. Mais c'est un vrai sujet parce que les ingérences étrangères, c'est tous les aspects de notre quotidien. C'est pas que les réseaux sociaux et c'est pas que les élections. Ça peut se passer dans les entreprises. Alors après, c'est sûr, on va pas avoir un pays qui va en borbinder un autre pour des ingérences étrangères. Mais les ingérences étrangères, ça fait des morts. Et s'il y a un pays qui le sait, c'est le Canada, parce que l'Iran a quand même descendu un avion du Canada. Et d'ailleurs, il y a eu toute une enquête. Les Canadiens, ils ont été très, très bons sur leur rapport d'enquête sur les ingérences étrangères. Je vous invite à aller les lire parce que c'est très intéressant, et en plus, c'est écrit en anglais et en français, donc ça, c'est plutôt cool. Les Australiens sont aussi très, très bons là-dessus. Nous, nos règles, elles sont pas adaptées.
Sur le plan électoral, elles sont pas adaptées. Les moyens de la HATVP, ils sont ridicules. Merci. Merci Thomas. Donc mon petit livre que vous pouvez trouver sur Amazon, avec une Voilà. très jolie couverture qui a été dessinée par Telly, qui s'est mis dans ma tête pour essayer de faire ressortir, ce que j'avais dedans pour faire un très joli graphisme. Heu, les on il nous faut de la il faut mettre de l'argent sur la table. Il faut mettre de l'argent pour la HATVP, il faut mettre de l'argent sur la commission des comptes de campagne. Il faut moderniser nos règles de financement. C'est un truc très con, mais par exemple, tout ce qui est goodies, bah, c'est un peu open bar. Donc demain, si on a un mec qui est sponsorisé par la Russie, vous savez comment il va faire? Il va faire une boutique de goodies et il va, vendre des pins, des t-shirts. On parlait tout à l'heure des t-shirts de baladure, mais en fait, on n'a pas changé ça. En vrai, on peut continuer à faire des trucs comme ça Ouais, et on aura un mec qui aura beaucoup d'argent. ouais, et C'est bien beau d'avoir fait une loi sur les influenceurs, c'est la loi de Stéphane Vogetta et de Arthur Delaporte. Donc Vogetta, c'est La République en marche, enfin, dissident à La République en marche, vous lirez, ses aventures à lui, et Arthur Delaporte, c'est le PS. Le texte est bon, mais encore une fois, si on ne met pas les moyens pour que l'exécutif et la justice puissent fonctionner, ça ne fonctionnera pas. Il nous faut alors, j'aime pas utiliser ce terme, mais là, j'en ai pas d'autre, donc on m'excusera, mais il nous faut une révolution en la matière. Il nous faut une vraie révolution de la probité. Il faut continuer à vraiment travailler sur ces dossiers-là, parce qu'en fait, tout est connecté. Mais en matière de criminalité et de délinquance financière, on n'est pas bon encore. En tout cas, la France, on n'est pas bon. Il faut changer les règles pour les adapter à l'instantanéité. Et peut-être qu'il faut faire aussi quelque chose, peut-être, je sais pas, sur la prise de parole publique, mais surtout, il faut une prise de conscience de nos élus. Sérieux, moi, je trouve ça déplorable que les mecs, ils soient sur TikTok, hein. On vous a répété, il y a eu des commissions d'enquête, aussi bien à l'Assemblée qu'au Sénat. D'ailleurs, il y a eu un très, très bon rapport sur TikTok au Sénat, qui a été fait par les sénateurs, hein. Il est très lisible, vous pouvez encore une fois, c'est comme les tableaux Excel, ça se lit très bien au coin du feu le soir. C'est un outil de propagande, de désinformation aux mains du Parti communiste chinois. Ces mecs-là sont pas gentils. Ils traquent les dissidents, ils les tuent. Heu, Comment est-ce que quand on est un homme politique, on peut on peut se mettre sur ce réseau social-là? Non, on peut pas et pourtant on a quand même des politiques qui continuent à le faire. Donc peut-être qu'il faut aussi les former eux et ça, c'est un des points que j'aborde dans le bouquin. Je dis: «Mais en fait, ce qui manque, c'est une question de formation et puis, et peut-être que là, on arrivera à contrer les ingérences étrangères». Mais en fait, on a pensé, quand l'URSS est tombée, on a pensé que c'était fini, hein. On s'est dit qu'on allait tous, s'aimer les uns les autres, qu'on était dans la chanson de John Lennon. Bah non, en fait. Non, non. C'est juste les acteurs qui ont changé. Ils ont ouais, changé de face. c'est la définition de la guerre froide. On dit souvent qui a changé. On est dans un autre épisode. On est contre la guerre, contre la vérité, entre autres. Ouais. Ce qui est aussi extrêmement intéressant, c'est d'arrêter de penser que ce sont les entreprises, hein, ces grands groupes, les Facebook, les X, qui vont faire le travail pour nous de dire non, Ah, non, on va réguler ça, vous inquiétez pas, ça va être fait. Lorsqu'ils essaient, il y a eu des essais aux États-Unis de Facebook après le 6 janvier, en fait, ils créent d'autres failles qui sont exploitées. On voyait tout à l'heure l'utilisation du hashtag qui n'était pas un hashtag politique, le fait qu'il s'est enregistré comme marque et pas candidat. Aux États-Unis, on a eu la même chose. Euh, Vous ne pouvez plus vendre de pub électorale sur Facebook 3 semaines avant l'élection, hein, pour éviter des trucs de dernière minute. Mais en fait, ils arrivent à contourner ça en faisant des pubs santé, en passant par des comptes d'influenceurs, beauté, santé, etc., qui vont faire du contenu électoral, mais qui ne sera pas enregistré comme contenu électoral, et donc qui permettra de contourner le calendrier. En tout cas, merci à vous deux. C'était extrêmement instructif et fascinant. Je sais que j'ai vu passer des messages. Le chat a également apprécié. Donc, je vais vous inviter une fois. On a le livre, Thomas, si tu peux nous le remettre, de vous procurer, hein. J'ai commencé l'émission en vous disant voilà, il faut aider au financement du projet Arcadie, mais vous avez aussi le livre Le jeu des ombres, les ingérences étrangères à ciel ouvert. Pas mal le sous-titre, bien.
Donc, j'ai vu effectivement, c'est sur Amazon. Donc, voilà, en parlant de petits groupes, vous pouvez aller vous le procurer chez Amazon. Merci beaucoup, Tris, pour votre générosité, votre passion et pour le temps. C'était une petite émission de 45 minutes. Hein, Maître Eolas, vous avez remarqué, comme d'habitude, hein, Ah, 45 minutes, facile. C'est c'est comme En tout quand un cas, avocat dit qu'il va plaider 45 minutes. Voilà, 2 heures et demie après, on y est encore. exactement. Je vous invite, vous avez, Chris, un compte sur Blue Sky et sur X, hein, donc d'aller vous suivre sur les deux plateformes. Maître, de notre côté, on se retrouve prochainement, très vite. Surtout que j'imagine que on n'est pas prêt d'aller se coucher du côté de l'actualité politique française. Puis au-delà, on a quelques affaires qu'on aimerait revisiter ensemble. Et puis n'oubliez pas, on prépare notre émission Noël sur le cinéma. Hein. On n'oublie pas. oh, Oui. Non? Non, ce ne Si. sera pas des films d'horreur, ce sera des films sur la justice. Désolé. Des films sur la justice, ouais, non, on est comme ça, on est comme ça. mais c'est bien les films d'horreur pour Noël aussi, c'est cool. Mm. Ouais, mais c'est pas trop dans le sujet. Donc, donc forcément, merci à tout le monde, merci Tris, merci Maître Eolas. Merci le chat d'avoir été aussi nombreux, d'avoir participé. N'oubliez pas des invités de grande qualité. Ben voilà, merci d'avoir parlé de la Roumanie. Ben, il faut remercier Maître Eolas. Soyons clairs. Soyons clairs, je l'ai dit dès le début, c'est une émission qui a été suggérée et organisée par Maître Eolas qui m'a proposé. Moi, je suis ravi de la rencontre. Je suis persuadé qu'on refera des choses ensemble. Mais vraiment, c'était formidable. Je vous rappelle, si vous n'êtes pas encore abonné, de vous abonner à la chaîne, c'est complètement gratuit, de cliquer sur la sonnette de notification. Si vous avez aimé le contenu, de nous laisser un pouce, de partager. Hein, et c'est Patrice qui va me contredire. Vous êtes la communauté, notre seule régie publicitaire. On n'en a pas d'autre. Donc, c'est ce bouche à oreille qui fait toute la différence. Donc, partagez, partagez, partagez. Et puis, laissez-nous en commentaire. Ça nous fait toujours extrêmement plaisir de vous lire. Tris, un petit mot de la fin. Mais attention, hein, c'est pas la fin complète parce que la fin, on laisse toujours la parole à la défense. On laisse toujours la parole pour conclure à Maître Eolas. Donc voilà, Tris, une pré-conclusion. Merci de m'avoir reçue. Désolée, j'ai été très bavarde et il y a des moments, j'ai un peu dérivé dans tous les sens. La semaine C'est a pas grave. été très longue. Enfin, ça fait 3 semaines que la semaine est longue. Merci à tous les petits messages que j'ai vus passer sur le chat. Désolée pour les questions auxquelles j'ai pas répondu, je m'en excuse. Et puis évidemment, merci à mes poussins du salon Discord, puisque je sais qu'ils ont écouté et puis qu'ils m'ont laissé plein de petits messages sur Discord. Donc voilà, merci à tous ceux qui me suivent. Et Salut pour les ceux qui veulent poussins. suivre Projet Arcadie, oui, voilà, mes petits poussins. Et juste une info importante, parce que j'aime bien parler de transparence. Sachez que tout ce qui est argent du projet Arcadie, il y a des rapports sur le site que vous pouvez trouver et vous savez exactement d'où vient l'argent et qu'est-ce qui est fait avec l'argent que vous me donnez. Enfin, que vous me donnez. Je me Que vous comprends donnez en au disant ça. projet Arcadie. Voilà. Voilà, donc là-dessus, transparence financière, même si, rien ne m'y oblige puisque je suis pas une association, je suis une entreprise. Mais, comme c'est la communauté qui finance, je me dis que la communauté a aussi envie de savoir ce que je fais avec cet argent. Donc, Formidable. n'hésitez pas, si vous avez des questions. Vous pouvez nous rejoindre aussi sur Discord. On est une petite communauté, très marrante. On dit beaucoup de bêtises aussi. Et puis, si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur l'assemblée, il y a toute une communauté qui sera ravie de vous aider à comprendre les rouages de cette maison de fous furieux. Bon, là, vous avez la pression, Maître Eolas, pour passer au-dessus de sa maison de fou furieux. Donc, la parole est à la défense. Maître, c'est à vous de conclure cette émission de Sentinelle. Oui, mais je m'en voudrais beaucoup d'usurper
la gloire à quelqu'un d'autre, parce que moi je me suis contenté d'écouter avec grand intérêt les propos très intéressants de Tri. Non, le vrai organisateur, celui qui a eu l'initiative de cette émission, c'est Vladimir Poutine. C'est lui qu'il faut remercier ce soir. Non, non, mais il travaille, ça fait une semaine, il répète et tout ça. Non, c'est un vrai pro, c'est un vrai Il a pro. voulu cette émission. C'est exactement. Non, mais Donc, je valide. merci, merci Vladimir Poutine. Donc, voilà, il ne faudra pas sortir tout ça du contexte. Merci à tout le monde. Merci à celles et ceux qui sont passés en parlant de soutien via Super Chat. On se retrouve du côté de Maintenant Média lundi pour notre émission Maintenant, avec un point d'exclamation où on va un petit peu faire le point. On va reparler de Trump à Paris, de sa cravate, entre autres. Non, on va reparler de Trump. Il y a plein d'actualités. On va essayer aussi de vous faire suivre la préparation de l'arrivée au pouvoir de Trump. Vous allez voir, on va pas que rigoler. Mais bon, en tout cas, on se retrouve lundi. Merci à tout le monde. Bonne soirée, bonne fin d'après-midi si vous êtes au Québec. Bon dimanche. Prenez soin de vous. À très vite. Salut.